Jermell Charlo est-il un Hall of Famer? Comme le dirait Antoine de 130 livres, ça mérite réflexion. Salut Ça mérite Antoine, comment réflexion. vas-tu? Salut Captain, salut les pirates. Salut à tous pour le retour des discussions Hall of Fame, évidemment, avec un nouveau portrait de boxeur qui qu'on ne le veuille ou non, sera en discussion dans quelques temps. Peut-être qu'on y reviendra ou pas sur Jermell Charlo. Mais c'est quelque chose qui m'intéressait fortement à faire. On en discutait juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrement. C'est une vraie réflexion puisque je pense que le thème profond de cette réflexion sera de se demander si l'adjectif et le fait d'être undisputed te donne-t-il l'entrée, l'accès au Hall of Fame de façon automatique? C'est finalement plus compliqué qu'on ne le croit. Voilà, et je pense que Jermell Charlo, symbolise cette réflexion. Et puis, c'est un portrait aussi, je pense, du talent, des talents de cette dernière décennie qu'il faut bien maintenant commencer à analyser en tant qu'historien que nous sommes. Donc, quand je t'ai proposé Jermell Charlo, Antoine, quelles ont été aussi pour toi ces réflexions? Tes réflexions. Comme, si tu veux, la première chose, c'est que sa carrière est en point de suspension. On ne sait pas encore si elle a atteint sa conclusion ou si le bonhomme nous prépare un retour inattendu, surprenant. On ne le sait pas. Et je te rejoins sur le fait que on est dans du gris avec Jermell Charlo et on va essayer de l'éclaircir, ce gris. On va essayer de le qualifier. Sachant que le dossier a à la fois des éléments positifs et puis des éléments qui le sont moins. Sachant aussi, comme tu l'as très bien rappelé en introduction, que Jermell Charlo n'est pas un boxeur qui a suscité un consensus. C'est pas quelqu'un qui a remporté le cœur des foules. C'est pas quelqu'un qui aujourd'hui est incontesté comme il l'a été sur le papier auprès des fans. Donc, on va essayer de démêler le vrai du faux, on va essayer de se faire un avis le plus objectif possible. C'est pas évident, mais c'est un cas intéressant et il est d'autant plus intéressant qu'on peut peut-être le dire d'emblée, mais ça se confirmera ou ça ne se confirmera pas dans notre discussion. Je pense qu'à l'origine, et peut-être qu'on a bougé tous les deux depuis, mais à l'origine, tu es peut-être plutôt dans le team Jermell et je suis plutôt chez les sceptiques. Alors, ça va être intéressant de confronter les points de vue et de regarder là où on se rejoint, là où on ne se rejoint pas. Parce que moi, à titre perso, j'estime avoir fait un peu de chemin. Donc, on va voir. On va voir. Et c'est évidemment intéressant. Très, très intéressant, tout à fait. Et tout à fait avec finalement des choses. Et c'est pour ça que Jermell Charlo ne peut pas être, comment dire, mis de côté dans des discussions Hall of Fame, par exemple, ou des discussions historiques, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'éléments qui font que comment dire, on n'est pas dans l'anodin. Et on est au-delà de l'anecdote. Voilà, faut-il encore le rappeler que ce sont aussi l'histoire, et c'est une histoire assez folle, l'histoire d'un duo de jumeaux. La jumélité dans la boxe, c'est quelque chose de très, de très unique dans l'histoire de la boxe. Donc rien que pour ça, ce n'est pas anodin, avec des constructions de carrière qui ont été presque identiques. Hein, vraiment, cette question a été là présente et qui a même poussé, je me souviens encore, à certains fantasmes de la part à certains fantasmes de la part d'analystes où on se disait, mais comment dire, est-ce qu'on va pas revivre le film de Christopher Nolan, Le Prestige? Voilà, il y a le fameux twist de Le Prestige. Est-ce qu'on va pas le revivre sur un ring? Voilà, parce que
ils ont amené quand même, sans le vouloir, c'est pas eux qui l'amènent, mais quand tu réfléchis bien, ils ont amené la question de l'identité dans nos discussions, en fait, parce que effectivement, c'est très facile pour nous de faire des portraits, puisque on vous fait des portraits d'hommes d'hommes ou de femmes qui ont des identités très fortes. Voilà, je veux dire, quel plaisir de parler de Roberto Duran avec Antoine et nos amis, parce que voilà, l'identité de Roberto Duran, elle transparaît tellement que c'est pas une question, mais quand tu as des jumeaux qui se ressemblent tant, en tout point, même dans le comportement, c'est effectivement, il y avait un trouble en fait. Il y avait un trouble qu'on n'arrivait pas à, je trouve, verbaliser, mais qui était là, qui était présent et qui était en fait finalement fascinant. C'était aussi une construction de carrière qui est comment dire, très posée. Et il y a beaucoup de choses qui sont dans la contradiction. Djermel Charlot et son frère Djermal sont des mecs qui sont remontés comme des pendules dans la vie, en général, tu vois. Voilà, on pourrait dire que on va dire que c'est des grandes gueules en termes de comportement, etc. Alors que en termes de carrière, les choses sont très posées. Et celui qui gagne, eh ben, c'est notre Djermel Charlot dont on parle aujourd'hui, qui est le premier à s'engager dans la boxe professionnelle, et c'est une question de quelques semaines, quelques mois, en fin 2007. Et finalement, tu te dis que fin 2007, à sa réelle éclosion, qui est pour moi vers 2014, tu te dis quand même qu'il y a 5 ans où finalement ça travaille un petit peu dans l'ombre. Ça travaille dans l'ombre, mais j'ai l'impression que ça travaille bien, et de façon posée, et on ne se précipite pas. Qu'en penses-tu, Antoine? C'est clair, c'est clair. Ça correspond d'ailleurs à un boxeur qui aura eu un peu de succès en amateur, mais pas de manière fulgurante. Djermel, il a une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2005, alors qu'il a 15 ans, ce qui peut le qualifier de talent précoce. Mais on sait très bien que ça ne veut pas forcément dire un potentiel énorme en professionnel. Il a passé pro donc en 2007, tu l'as rappelé, il a 56 victoires et 8 défaites. Mais en dehors de ce bronze au JO de la jeunesse, il n'a pas vraiment d'autres références. C'est le fils d'un boxeur, évidemment comme son frère, c'est le fils d'un boxeur, il est coaché par un boxeur. Ça reste, pour l'heure, un point d'interrogation avec quand même un parti pris qui est intéressant et qui va conditionner son style pour la suite de sa carrière, c'est que quand on regarde son gabarit, alors sachant qu'il est né en 90 et qu'il passe pro en 2007, donc je ne sais pas dans quelle mesure il avait complètement achevé sa croissance à l'époque. Toujours est-il que ses mensurations définitives, c'est 1m80 et 1m85 d'envergure. Ça en fait un beau poulet pour les super welters. Ça en fait quelqu'un qui a un certain châssis, une certaine dimension. Et ça va pas mal conditionner son style de prédilection. C'est-à-dire que Djermel est un boxeur qui aime bien laisser venir à lui son adversaire, qui aime bien contrer à mi-distance. C'est son jardin. On va voir qu'il aura été amené dans certains combats à en sortir et à faire autre chose. Néanmoins, j'ai l'impression que son châssis, donc plutôt un beau super welter, parce que 1m80, 1m85 pour un 154 livres, c'est quand même assez imposant. Donc ça aura conditionné la suite. Je ne sais pas exactement, si tu veux, j'ai pas une très bonne connaissance de son tout début de carrière pro. Comme tu l'as dit, et jusqu'à 2014, qui correspond grosso modo à son combat contre Rosado. Voilà. Je vois mal à quoi ça correspond, je vois mal ce qui aura vraiment été. On sait, si tu veux, qu'il a, et ça c'est amusant, c'est paradoxal, on sait que dès finalement avril 2008, il boxe en sous-carte de Hopkins contre Calzaghe, ce qui signifie qu'on compte sur lui. Ce qui signifie que c'est un prospect qu'on veut déjà montrer, auquel on veut déjà donner une petite visibilité. Donc c'est quand même au Thomas Hendlach Center, même si c'est en sous-carte de la sous-carte, il n'y a personne dans les travées. C'est pas innocent. C'est pas du tout innocent qu'on le fasse boxer à ce moment-là. Et il y a toujours ce paradoxe ensuite dans ses premiers combats avec Djermel qu'on va explorer tout au long de sa carrière connue. C'est que c'est un boxeur qui a du punch,
donc qui est capable de finir un adversaire rapidement, mais qui ne l'exploite pas toujours autant qu'un pur puncher. C'est pas quelqu'un qui va alors qu'il est bon, alors qu'il est bon finisseur aussi. Ouais. Alors qu'il tape, c'est une évidence quand on va regarder la suite de sa carrière, c'est évident, mais il ne se remet pas toujours à ce qu'il a dans les gants. C'est pas, il y a une forme de comment dirais-je, en fonction des circonstances, ce punch, il arrive à l'exploiter ou pas. En tout cas, c'est assez sensible quand on regarde statistiquement ses premiers combats. Pour moi, tu vois, c'est par exemple, et là encore, on est avant 2014. En 2012, il affronte un ancien adversaire de Demetrius Andrade et il a fait la limite contre Andrade et contre Charlo, il tient 3 rounds. Et Charlo le tue d'une grosse droite. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose. Hein. Il a vraiment quelque chose dans les gants. Mais inversement, quand tu es en 2013 et qu'il affronte Demetrius Hopkins, bah là c'est plutôt un stinker, c'est plutôt un combat qui est que la foule n'adore pas, où il va s'imposer uniquement par décision et sans avoir vraiment satisfait le public. Voilà. Ah ouais. C'est difficile de lui mettre une étiquette. Très difficile, mais moi, son début de carrière qui va prendre plusieurs années, qui est très posé, qui est très. Ça rush jamais, quoi. Et voilà, j'ai l'impression même c'est une carrière qui est. Même on met le pied sur la pédale de frein plutôt pour. Voilà. Mais pour bien dire que, comme tu le dis, il commence finalement très, très jeune et qu'en fait, il apprend le métier. Et pour moi, c'est quelqu'un qui apprend le métier et encore une fois, qui apprend le métier de façon, et c'est tout le paradoxe entre son comportement et plutôt sa discipline dans sa carrière et sur le ring, c'est qu'il apprend le métier et puis on le fait travailler. Moi, je vois aussi qu'il s'en sort bien contre Denis Doglin, qui est un très bon journeyman, gatekeeper, qu'il faut savoir passer, tout ça. Et ça retraduit quelque chose. Et d'ailleurs, comment dire, il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est que sur le ring, Jermell Charlo, et c'est un thème qui est constant pour moi quand je parle des Charlot et de Jermell, la discipline. Jermell est à montrer dans toute école de boxe. La discipline sur son stand, sur sa gestuelle, sur sa garde, sur une discipline corporelle, une coercition corporelle qui est absolument parfaite et qui a montré dans toute école de boxe. Tout coach de boxe doit au moins demander à ce que si tu arrives dans la salle, si tu es un petit gars, tu arrives dans la salle et tu veux imiter ton héros, commence par imiter Jermell Charlo, parce que c'est absolument, pour moi, parfait. Parfait. C'est très discipliné. Et c'est un mec qui est, comme tu le dis, avec Demetrius Hopkins et tout ça, qui s'emballe pas et qui n'oublie jamais la discipline, quitte à pas finir le mec, quitte à laisser le mec survivre, et c'est effectivement cela. Et finalement, donc, on arrive en fin 2014 où il a son moment pour se faire connaître du grand monde, donc de nous, parce que c'est notre premier accès à lui. Et là encore, il devance son frère dans une superbe soirée boxe. Lamont Peterson comme dirigeant, le Québécois de Montréal, avec en tout cas Jermell Charlo contre Gabriel Rosado qui a le vent en poupe parce que voilà, il a fait des combats pleins de courage face à Gabriel Rosado. Et moi, j'en ai déjà parlé que j'ai fait avec Corsair Mouche la discussion Gabriel Rosado. Donc, on a déjà parlé de ce combat. Un combat où, avec Gabriel Rosado, on pense qu'on va avoir encore une émotion folle. Et puis, on a un Jermell Charlo qui boxe de la première seconde à la dernière, en contrôle, qui préfère boxer que combattre, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est, je trouve,
c'est une très très belle performance. Je vais pas dire performance parfaite, mais c'est une très belle performance de boxe et de boxe en contrôle qui, comment dire, quand tu as du IQ box, tu te dis, ah, quel talent. Alors oui, peut-être que ça frappe pas. Oui, peut-être qu'il aurait pu faire mieux contre Rosado ou avoir des moments iconiques de bagarre, mais non. Toujours discipline, contrôle, sang-froid. Moi, c'est une première sortie que j'apprécie beaucoup. Beaucoup d'intelligence sur le ring, Antoine. Ouais, en effet, si je dis pas de bêtises, c'est son premier combat sur Showtime. Et donc le monde apprend à connaître ce fameux Jermell Charlo. C'est pas un cadeau d'affronter Rosado, tu l'as dit, parce que Rosado, à l'époque, il a déjà prouvé sa voie, Rosado. C'est-à-dire que ce ne sera pas une star, ce sera un gatekeeper, avec toute la noblesse qu'il peut y avoir dans le terme, bien sûr. Il ne s'agit pas de le dénigrer, mais donc il a déjà battu Soto Karass, il a battu Kassim il a battu Seth Powell. Et puis il a perdu. Il a perdu contre Angulo, il a perdu contre Triple G, il a perdu contre Peter Quillin. Donc il a déjà du kilométrage et il redescend à 154 livres. Il était en moyen, il redescend en super welter. Donc c'est à la fois un mec assez massif et qui a pas mal d'expérience. Et pour un boxeur à l'époque comme Jermell, c'est évidemment pas évident. C'est de passer à Rosado. Et Rosado fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire que contre un type un peu bisu, un peu nouveau à ce niveau-là, il joue la carte de l'agression. C'est lui qui avance. Rosado s'est aussi boxé sur le pied arrière, mais là, il avance et il tente. D'ailleurs, il remporte plutôt le premier round. Il est sur sa ligne de tenter d'impressionner les juges et d'intimider son adversaire. Cela dit, ça va finir justement par faire briller Jermell, parce que Jermell, je l'ai un peu dit en introduction, Jermell, il aime bien un type qui vient sur lui de face. Il aime bien ça. Ça lui donne l'occasion de dérouler sa boxe, ça lui donne l'occasion de briller. Il aime bien, et justement, face à un adversaire qui a une défense qu'on connaît, c'est-à-dire assez poreuse, et c'est pas faire injure à Rosado que de dire ça, Charlo, il va savoir contrer, il va savoir désaxer, Rosado va le suivre, de nouveau, Charlo va le contrer, va se désaxer. Évidemment, Rosado reste un boxeur dangereux, mais Charlo va montrer qu'il est capable de contrer, pas seulement sur un coup, mais aussi en combinaison rapide des deux mains, en direct ou en crochet, parfois en jab doublé, parfois en jab au corps. Il est capable d'étaler une palette qui est déjà assez conséquente, une palette technique qui est déjà assez conséquente. Il est plus précis que Rosado. Et donc, même si les rounds sont disputés, même si Charlo ne domine pas de manière outrageuse, on sent quand même une différence de classe entre les deux boxeurs. On sent très clairement que y en a un qui gagne les rounds, il y en a un qui anime, qui est agressif, mais il y a l'autre qui gagne les rounds. J'ajouterais que défensivement, Charlo, il a de bonnes attitudes, il a une certaine mobilité du buste, il s'est esquivé, il s'est remisé, il s'est pivoté. Ouais. Alors en général, il y a une particularité chez Jermell, je ne sais pas comment l'exprimer, enfin, c'est un truc qui me marque moi. C'est-à-dire que souvent, Jermell, il a une des deux mains collée à l'oreille. C'est-à-dire qu'il se protège souvent avec les rats, pas toujours les deux à la fois, mais souvent une des deux, selon ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que quand il projette d'utiliser une main, il utilise vraiment la deuxième pour se protéger, il le fait pas mal. Il est plutôt plus fort à mi-distance que de près. Tu t'en aperçois aussi dans ce combat-là. Mais donc, c'est un combat qui est vraiment bien. Enfin, tu peux compter sur Rosado pour ambiancer un combat, il le fait. Et derrière, Charlo le boxe. Il le boxe bien, il le boxe intelligemment. Alors, on voit du sang sur ta photo, sur le gant de Charlo, parce que Rosado, comme souvent, saigne. Exactement. Bleeder. C'est sa grande caractéristique. Et pour un welcome, j'allais dire, au haut niveau, c'est pas si facile. Et il l'assume bien. À l'époque, si je te dis pas de bêtises, et si on remonte à 2014, Jermell, comme tu l'as dit, il n'a pas brûlé les étapes. C'est son 23e combat professionnel. Pour autant de victoires lorsqu'il affronte Rosado. Et il gagne une victoire nette et sans bavure, où on voit le boxeur déjà qui nous est proposé. Voilà, un boxeur arrive. Pour moi, c'est un homme de contradiction parce que, comment dire, il n'y a pas l'émotion qui va avec. Tu sais,
C'est pas la découverte de Gervonta Davis qui va soulever Pedraza, tu vois. C'est où il y a le truc en plus, tu vois. Mais froidement, et c'est un peu ça, froidement à la boxe, c'est très très compliqué d'être en face de Jermel Charlo, et Gabriel Rosado n'a pas de solution. Il continue avec ce même genre de profil pour vraiment s'établir, et encore une fois, hein, c'est posé, quoi, tu vois, comme si il n'y avait pas besoin de s'exciter plus qu'il ne faut, avec aussi Martyrosian, avec aussi un combat qui va suivre contre Martyrosian. Et c'est vraiment là, encore une fois, le même genre de profil qui l'aide à essayer de s'imposer un peu plus. Et je sais plus s'il gagne avant la limite ou c'est un. Non, ça va au point. Il J'ai plus de gagne souvenirs. au point. Hein. Il gagne au point. Voilà. Ouais, il gagne au point. Il gagne au point. C'est dans un petit casino, c'est au Palms Casino Resort. Ouais. Et effectivement, c'est un combat où tu auras un peu de débat sur la décision, sur le scoring. Par exemple, tu as autour du ring, tu as l'inénarrable Adelaide Bird. Oh là 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 là. Elle va donner un avantage assez net à Charlo. Elle va donner comme c'est bizarre. à Charlo. Alors que même si la décision donnée à Charlo n'est pas un scandale, évidemment, c'est lui qui gagne le combat, mais il le gagne, c'est un combat disputé, quoi. C'est un combat serré parce que Martyrosian, c'est un bon. En gros, Martyrosian, à l'époque, ça a été et c'est toujours d'ailleurs, selon moi, l'adversaire le plus dur qui est battu Demetrius Andrade. Il a perdu son championnat du monde contre Andrade. Il a fait un match nul contre Lara. Et c'est un boxeur Martyrosian qui n'est brillant dans aucun domaine, mais qui a une certaine faculté à être actif, à bosser, à essayer un peu de varier les approches. C'est lui l'agresseur. Exactement. Et alors, pour le coup, Jermel aime bien ce type d'adversaire qui avance sur lui. Ils se sont pas mal chambrés, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, pendant l'avant-combat. Il y a une ambiance chaude pendant la pesée. Ils sont tête contre tête. C'est un peu... Enfin bon... On est dans la guerre psychologique et c'est une carte que joue Martyrosian aussi. Et finalement, même si Martyrosian fait son combat, même s'il presse d'entrée, Charlo est plus précis. C'est lui qui met les coups les plus lourds. C'est souvent comme ça dans les combats de Jermel. C'est-à-dire que c'est un boxeur qui, par certains aspects, t'étonne parce que c'est un boxeur techniquement complet, discipliné, mais c'est pas quelqu'un qui va imposer un jab, par exemple, pendant tout un combat. Alors qu'il en a un bon. C'est peut-être le gros problème chez lui, tout à fait. Ouais, exactement. Et tu sens que contre Martyrosian, le combat est plus serré qu'il ne devrait l'être, aussi à cause de ça. Parce qu'il met les coups les plus lourds, mais il préfère les power punch au jab, c'est incontestable. Et alors, au fil du combat, simplement, vu que c'est lui qui met les coups les plus nets et que Martyrosian commence à fatiguer, au début, les rounds sont très serrés, à la fin, ils sont plutôt pour lui. Mais moi, je me serais attendu rétrospectivement, en regardant le combat et en y repensant, j'aurais imaginé qu'un mec comme Charlo avait tout à fait les moyens de le mettre KO sur la fin. Et il ne le fait pas. En revanche, pour moi, la décision, le combat est disputé, mais c'est clair qu'il le mérite. Et c'est une bonne victoire. Parce qu'une fois de plus, ne l'oublions pas, mais peu de temps avant, Martyrosian, il a fait un nul contre Lara et il a perdu de très peu contre André en le mettant au tapis. Donc, ça reste un adversaire pénible. Donc, une bonne victoire pour Charlo. Voilà. Mais il y a une pénibilité du truc à se demander. Et finalement, on arrive dans l'année 2015, qui est une année charnière. Pourquoi ? Puisque c'est l'avènement, enfin plutôt, ils sortent du bois, mais l'avènement de PBC, de Premier Boxing Champion. Alemon a pris son cheptel de boxeur, est parti de HBO, Golden Boy Promotion, a fait son propre univers. Voilà. Et les Charlots vont être des figures. On le sait déjà, il y a un casting qui est fait dans ce cheptel énorme. Hein. En 2015, il y a 200 boxeurs qui sont sous l'égide de Alemon. Et il y a évidemment un casting de figures entre eux. Voilà. Et les Charlots en sont. Et donc 2015, voilà, on leur donne des title holder fight. Voilà. Le frérot
en aura un aussi, mais lui, bon, il aura Joachim Alsine, qui est de Montréal, qui n'est plus le Joachim Alsine rayonnant, évidemment, et ça se passe mal, etc., à en faire croire que Jermel Charlo est un gros puncher, alors qu'il n'est pas, il est pas ça. Il n'est pas ça, effectivement. Et donc, en fait, on entame cette année 2015, c'est un peu une sorte de rampe de lancement. Et puis, en plus, on les fait boxer sur des réseaux hertziens et tout ça en après-midi. Voilà. Mais va arriver 2016 avec une soirée à Las Vegas où il faut vraiment là lancer les deux frères. Alors, pour le frérot Jermal, c'est un peu plus compliqué parce qu'on lui met Austin Trout en face. Et Austin Trout, c'est toujours extrêmement compliqué à boxer. Mais pour Jermel, il a l'occasion aussi, lui, de prendre une ceinture, la ceinture WBC, contre aussi un fils de, voilà, le fils de Julian Jackson. Voilà, je mets déjà la photo. Et qui est lui aussi, un peu comme son père, connu pour son punch, voilà, qui avait 2 ans auparavant et avait perdu de façon, pour lui, c'était un crève-cœur, mais pour nous, c'était dinguissime, mais avait perdu contre Andy Lee alors qu'il l'avait secoué, alors qu'il dominait le combat. Mais Andy Lee, avec sa fameuse gauche, avait survécu. Enfin, c'est quelque chose que vous devez connaître, quoi. Andy Lee contre Jackson, vous devez connaître ça. Voilà, donc voilà. Et en fait, pour Jackson, c'était aussi extrêmement important dans un combat. En fait, dans un combat qui va être plutôt un combat qu'on a connu avec Charlo, un combat où il n'y a pas où on est en sang-froid, où on est hyper discipliné sur sa gestuelle, sur sa boxe, etc. Donc un combat un petit peu compliqué, compliqué où on ne veut faire aucune erreur, il n'y a pas grand-chose qui se passe, même si tu sens, encore une fois, comme tu disais, Jermel très fort physiquement. Très fort physiquement, quel athlète. Et c'est d'ailleurs là, dans cette période de 2015-2016, où il a son surnom que vous avez vu en titre, Ironman. Pourquoi ? Petit aparté, j'ai oublié de le dire, mais il commençait à être connu pour avoir des méthodes d'entraînement qui sortaient de l'ordinaire, et notamment faire beaucoup de vélo. Au lieu de faire de la course, et à un moment, il dit, à un moment, j'ai arrêté de faire de la course à pied, j'ai fait que du vélo, de la natation et tout ça. Donc, le délire de l'Ironman, tu vois, adapté à sa préparation physique. Bref, à part fait. Et donc, un combat où il ne se passe pas grand-chose, où même Jackson commence à se dire, OK, je vais laisser parler ma puissance, et il le fait, voilà. Et puis, parce que Jermel Charlo est un immense boxeur, et puis, il y a l'ouverture, il y a le coup d'œil, et il y a le crochet que vous voyez exactement à ce moment-là. PAM ! Et là, ça connecte, et Jackson se fait connecter comme il s'est fait connecter avec Andy Lee. PAM ! Et il n'est plus là. Son âme a disparu quelque temps, et donc la finition est très très rapide. Et prise de titre. Et donc ça restera dans l'histoire de la boxe puisque c'est des jumeaux qui ont un championnat du monde en même temps. Mais prise de titre, surtout un KO highlight assez énorme qui ne traduit pas du tout la tenue du combat. Mais voilà, il s'en sort. Encore une fois, Jermel Charlo, il s'en sort et c'est très bien pour lui. Mais ce que ça commence à traduire chez moi, et ça va être quelque chose qui, dans les années suivantes, va être très, très constante, ce que ça commence à traduire chez moi, c'est que cette catégorie, parce qu'on parle des super Walter, finalement, tous ces mecs-là, tous ces jeunes loups des super Walter, est-ce que, finalement, la qualité, est-ce que ça ne serait pas une catégorie où, en termes de talent, c'est très, très, très équilibré ? C'est comme ça que je commence à réfléchir sur la chose. Comment tu réfléchis sur ce moment qui est... La photo est impressionnante. Hein, le crochet aussi est très impressionnant. Voilà.
Ouais, la photo est magnifique et effectivement, jusqu'à la finition qui est vraiment impressionnante de la part de Charlot. Alors, il faut voir que dans la 2 secondes après, en fait, le malheureux Jackson, il est gelé. Tu as l'impression il sait pas où il est. Il remet son protège-dents. Il esquisse le geste de remettre son protège-dents alors qu'il est face à un gars qui va le terminer. Donc, tu sens qu'il a plus du tout conscience de lui-même et de ce qui se passe face à lui. Et l'arbitre interrompt un peu trop tard. C'est-à-dire que le mec est sonné comme pas possible et Charlot le finit. C'est pas Tony Weeks par hasard? C'est possible. C'est tout à fait possible. Le malheureux, enfin, le chaos est assez impressionnant aussi à cause de ça. Et d'ici là, Jackson n'a pas fait un mauvais combat. Un petit peu comme contre Andy Lee. Hein. Je crois qu'il est en avance au point parce que c'est un autre boxeur. En fait, par rapport à Charlot, c'est un autre boxeur qui a une certaine allonge. Donc, Charlot n'a pas son avantage habituel face à lui. Et il a le bon mélange d'activité, d'agressivité. Il est à distance et il gagne des rounds. Même si on voit Charlot mettre quelques bons contres quand Jackson avance sur lui, pour trouver la faille, il doit être l'agresseur. C'est-à-dire que quand il met ce fameux crochet gauche que tu as montré, en fait, il fait un pas en avant et derrière, il envoie un 1-2, donc un jab puis le crochet gauche. Enfin, pardon, il envoie d'abord une droite, pardon, puis le crochet gauche. Et c'est symptomatique, effectivement, du fait que Charlot a les moyens d'être un bon finisseur, mais c'est pas c'est pas un assassin au sens où là, je pense qu'il y va aussi parce qu'il sent que le combat commence à lui échapper. Peut-être que dans son coin, on lui dit fais gaffe, on est déjà au 8e round, t'es plutôt derrière aux cartes, fais attention à toi. Et il y va. Alors, pour l'anecdote, d'ailleurs, il récupère le titre WBC des 154 livres, qui est vacant parce que Floyd Mayweather l'a abandonné. Floyd a pris sa retraite. C'est ça, c'est un titre vacant, ouais. Voilà. Et il y va, mais cette finition, tu l'as dit tout à l'heure, vient un peu de manière inattendue. Elle n'est pas tout à fait conforme à la physionomie du combat. Tu sens que Charlot a dû se donner un petit coup de pied aux fesses avant d'y aller, parce qu'il a senti, ou on lui a fait sentir dans son coin qu'il était temps. En tout cas, c'est un chaos marquant. Ça fait partie des chaos marquants de sa carrière. Ouais. Et effectivement, en pure qualité pugilistique, jusque-là, le combat est très équilibré, voire à l'avantage de Jackson. Donc, c'est pas ce qui va faire la différence avec Charlot, c'est que d'une part, il est encore très en forme au 8e round, il est tout à fait capable d'en mettre. Il est tout à fait capable il a encore toute l'énergie du monde, quoi. Ça, c'est très clair. Et puis, il a le coup d'œil qu'il faut pour trouver le moment où envoyer. Mais c'était pas un combat facile. Pas facile. Voilà. Et va s'engager finalement une année, très importante pour lui et qui, une année, je dirais, qui va lui attribuer une aura, notamment de gros puncher, qu'il n'a, comme je vous dis, c'est pas ça, on n'est pas dans ce cliché-là, mais une année importante et une belle année, véritablement une belle année, qui, dans notre jugement final sur le Hall of Fame, serait évidemment du côté des plus, c'est l'année 2017. Alors, il y a des belles soirées à New York qui sont sous l'égide de PBC, avec, souvent les Charlot. Et Charlot va affronter pour défendre son titre WBC et le faire vivre encore un mec des Super Welter. Alors, grand boxeur, je ne sais pas, mais gros athlète, oui. Gros athlète et qui a sa chance, Charles Hatley, qui a sa chance. Ça trash talk de ouf avant le combat. Ça trash talk de ouf, il y a vraiment presque des échauffourées dans les hôtels et tout ça entre eux. Et puis, il y a le combat. Avec un combat, encore une fois, discipline pugilistique, discipline corporelle. Voilà. Mais avec ce petit truc en plus qui fait vraiment plaisir, avec un Charlot qui veut faire mal. Et les coups sont donnés pour vraiment faire mal. Il devait se détester. Et puis, il y a, alors je parle de mémoire,
Alors peut-être au deuxième round déjà, il y a un enchaînement qui envoie et qui fait baldinguer Altley dans les cordes. Très très beau à voir, encore une fois à montrer dans toute école de boxe. Voilà. Et puis au quatrième, je crois qu'il y a un enchaînement hallucinant pour le finir, de plusieurs coups, qui va se finir dos aux cordes. Regarde-moi ça. Comment dire, l'image est très forte parce qu'on a la sensation de se la prendre, la droite. Bon, bon. Et ça c'est une image forte qui vient un peu renforcer le Jermell Charlo dangereux. Alors, quelle était la valeur intrinsèque de son adversaire, même si, bon, il était dans les rankings, il était un très, très bel athlète. Voilà. Mais en termes d'ouverture, en termes de finition, en termes de placement de coups, c'est véritablement un combat. C'est que quelques rounds, mais c'est vraiment à voir. On voit tout le talent de Jermell Charlo. Ouais, à l'époque, cet adversaire-là, il a, c'est comme tu l'as dit, il est ranké. C'est pas la meilleure, c'est pas le plus beau, la plus belle victime au tableau de chasse de Charlo, hein, Charles Attley. C'est un boxeur qui a un mérite. Il reste sur sa plus belle victoire en carrière à ce moment-là, qui est un succès sur Anthony Mundine en Australie. C'est jamais facile de se déplacer en Australie il gagne par KO au 11e round. Donc ça lui vaut effectivement cette chance mondiale. Bon, tu l'as dit, c'est un type c'est un beau poulet, c'est un mec assez costaud, mais techniquement, il y a un vrai monde d'écart entre Charlo et lui. Et en effet, parce que c'est en démonstration technique. Il y a une probable agressivité, il y a plus d'agressivité que d'habitude chez Jermell. Tu sens qu'il a vraiment envie de lui mettre une tête et ça manque pas. Alors tu l'as dit, il y a un knockdown assez tôt dans le combat, puis une finition qui est assez létale. Là encore, Charlo est dans les conditions qu'il préfère, même s'il a réussi à mettre KO Jackson en avançant sur lui. Là, il contre. En fait, avec une énorme droite, il contre son adversaire qui est déjà plus complètement sa lucidité et qui avance sur lui. Ça, c'est les conditions que Charlo préfère et il est clinique. C'est une très bonne première défense de titre, quand bien même l'adversaire n'est pas resté dans les mémoires. C'est pas à lui qu'on va penser au moment d'instruire le dossier du Hall of Fame pour Jermell Charlo. Ouais, mais l'image est forte. L'image est forte et encore une fois, à montrer dans toute école de boxe. Voilà, et on arrive en octobre pour son deuxième combat. Voilà, et vient, comment dire, pour moi, et même pour les analystes, parce que même je me souviens à l'époque dans Ring Magazine, on parlait beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de cette catégorie des super welter à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas des stars, enfin d'immenses stars. Il y a des noms, quand tu es fan de boxe, tu connais les noms de toutes les catégories, évidemment. Voilà, mais il y a quelque chose qui se passe chez PBC, c'est assez rare, c'est qu'il y a déjà cette volonté d'unification. Je pense qu'Alimon est dans cette volonté avec cette catégorie-là qu'il a comment dire, dans la main. En 2017, enfin tous ces années-là, tous ces années 2010, PBC a le contrôle de la catégorie des super welter. Voilà, ils sont tous estampillés PBC. Et donc arrive cette soirée super welter. Voilà, c'est quand même une soirée thématique, tu vois, où on se dit voilà, de cette soirée, ils vont s'affronter les uns les autres et il n'en restera qu'un. C'est Highlander, tu vois. Il va nous refaire Highlander, Alemon nous refait Highlander chez les super Walter. Mais encore une fois, c'est quelque chose que moi j'ai trouvé passionnant. Pourquoi ? Parce que mon gut feeling sur cette catégorie, c'était que, et c'est assez rare, c'est que le top 20 de l'époque est équilibré. Enfin, il n'y a pas des, comment dire, tu peux monter jusqu'au top 15, voilà, parce qu'il y avait Michel Soro aussi qui était à compter là-dedans. Il y avait même à l'époque où il était plutôt fringant, il y avait Vitu et tout ça. Il y a ce top 20. Il y avait de la densité et c'est assez rare parfois. Et là, on est dans une période unique de densité. Et arrive donc voilà Lara,
et il y a Charlo contre Lubin et Hurd contre Trout, qui est un énorme combat. Hurd contre Trout, c'est un énorme combat. Ils vont au bout d'eux-mêmes. Hein. Ils vont au bout d'eux-mêmes. Voilà. Et Charlo contre Lubin est très attendu. Pourquoi? Parce que Lubin est vu comme un prospect et surtout un killer avec un énorme punch, un gaucher et voilà, et qui a peur de rien, qui est téméraire et qui comment dire, alors que lui, il est plutôt encore en début de carrière, si on peut dire, et il est jeune, il dit non mais moi je vais tous les soulever, je vais tous les déglinguer et tout ça, et voilà, Charlo, je vais prendre, et donc arrive Charlo Lubin, on se dit, et à l'époque on se dit attention, Charlo peut être en très fort danger, Lubin c'est pas rien, et finalement, et ça va marquer, et ça marquera la carrière de Charlo. Ce combat ne dure que même, je ne sais pas s'il dépasse la minute. Il dépasse les 2 minutes, mais il ne dépasse pas le premier round. Mais il dépasse pas le premier round. Voilà. Dans un premier round où normalement on est dans un round d'observation, Lubin qui fait une erreur technique, et c'est là où Charlo est quand même un très bon boxeur parce que Lubin gaucher et Charlo très bon coup d'œil. Il est avec l'entraîneur de Errol Spence notamment, donc on sait très bien qu'il a beaucoup travaillé avec Errol Spence pour le combat contre Lubin. Et puis là, ce crochet est presque invisible, hein, ce contre presque invisible qui est donné très bas, puisque Lubin s'est penché, s'est ouvert très bas, c'est sec, tout ça, et Lubin s'effondre et il est complètement électrocuté, et il est, on ne peut pas dire mieux qu'il est pris à froid, le mec, hein, mais complètement électrocuté, et on a là, la victoire. Alors là, c'est un souffle. On a la grosse victoire de Charlo qui apparaît comme terrifiant. Terrifiant à ce moment-là. Qu'en penses-tu? C'est clair qu'à l'époque, Lubin à la cote, tu l'as dit, c'est un jeune. Il a 22 ans, il est 95. Hein. Charlo est de 90, donc il est sensiblement plus jeune. On l'a vu, Lubin, il fait un peu le malin. Il y a une image très célèbre de lui, quelques combats avant Charlo, où son adversaire avance sur lui et il a une espèce de... Il fait un truc un peu irrespectueux, c'est-à-dire qu'il fait une flexion, en fait. Il fléchit des 2 genoux, en fait. Ouais. Il fléchit c'est contre Kota. Voilà. Il fait une flexion complète et 2 secondes après, il met KO son adversaire. Et là, tu te dis... Le gamin, il a un truc très particulier. Il est très arrogant, mais il a un truc particulier. Ouais. Et en effet, le combat n'est pas tout cuit pour Charlo, tant s'en faut à ce moment-là. Et le round est plutôt, justement, le premier round est plutôt un round d'observation où Lubin fait bien les choses. Il garde le pied, justement, en gaucher, il garde le pied avant à l'extérieur. Il réfléchit, en fait, à la manière de placer sa fameuse gauche. Et en fait, il fait la connerie que tu as dit. C'est-à-dire qu'arrive un moment où il fléchit. Un peu bêtement, Charlo a essayé. C'est lui qui tente les bras arrière le premier. Charlo ne mord pas. Arrive le moment où, un peu sottement, alors que Charlo avance sur lui, il se penche, mais sans réfléchir, sans regarder son adversaire. Et il prend derrière un jab doublé, il prend un crochet droit terrible qu'il électrocute complètement. Il n'a pas bien conscience de ce qui s'est passé. Il dit qu'il aurait pu continuer. En vrai, il était aplati comme une crêpe. Enfin, vous verrez les images des pirates si vous n'avez pas vu. Il est électrocuté. Non, ouais. Il était figé, quoi, par terre. Il était figé. Et ça aura fait beaucoup de mal à Lubin parce que ça aura changé sa carrière. Complètement. Alors, c'est pas sa seule défaite en carrière et il va continuer. Mais ça aura fait du mal à Lubin. Inversement, ça aura donné une réputation à Charlo. Et c'est ce qu'on répète depuis le début, mais Jermell Charlo, c'est à la fois un boxeur qui, de temps en temps, fait durer des combats plus longtemps que ce qu'il n'aurait dû durer. Et parfois, c'est un type qui laisse apparaître un talent de finisseur monstrueux, avec une énorme puissance, en particulier dans son crochet gauche. Et tu sais pas trop, en fait, alors je crois que c'est sur une droite qui finit Lubin, mais bon, en tout cas, il a du punch. C'est évident qu'il a du punch. Mais tu sais pas trop quel Charlo va apparaître sur le ring, quel Jermell va apparaître sur le ring un soir donné. Tu sais pas trop. Et ce soir-là, c'est le Jermell qui exploite une faute technique de son adversaire et qui l'aplatit extrêmement vite. En tout cas, ça a été un coup de tonnerre à ce moment-là dans la catégorie.
Ça a donné sa réputation à Jermell Charlo. Ouais. Coup de tonnerre, et qui, dans cette catégorie, et je vous dis, cette catégorie, en fait, où il y a eu. Enfin, moi, c'est une génération de Super Walter qui ont donné beaucoup de vie à cette catégorie. C'était pas des stars, et ça sera certainement pas des stars, mais le vrai Far West, dans le bon sens du terme, c'était cette catégorie où il pouvait se passer des choses. Et d'ailleurs, il n'a fait que se passer des choses dans cette catégorie. Regardez prenez 2015, 2016, on va dire, jusqu'à 2020, jusque dans les années 2022. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et c'est une histoire, en fait, de la catégorie qu'on vous raconte en vous parlant de Jermell Charlo. C'est une histoire de la catégorie. Pourquoi? Parce que, en fait, les shérifs ou les vrais cow-boys, ils commencent à apparaître. Cette soirée, voilà, Jermell Charlo, il apparaît énormément. On se sera fait chier avec Lara comme d'habitude. Voilà. Et Heard, ce destroyer, ce mec, ce marche en avant, envers et contre tout. Ce bully, oui. Voilà, et ce bully, contre Trott, ils vont au bout d'eux-mêmes les deux, c'est un combat de dingue et tout ça. Tu te dis, putain, les choses. Et donc, les figures apparaissent. Les figures apparaissent comment dire, tu te dis, 2018, ça devrait être comment dirais-je, ça devrait être la finalité de cette histoire, c'est-à-dire que voilà, la réunification est en train de se faire en 2018. Moi, par passion pour cette catégorie, je suis à Heard contre Lara, qui a été un combat exceptionnel, et je suis en course-poursuite contre Jermell Charlo, que je rencontre de loin. Et encore une fois, mec discipliné sur le ring, mais pile électrique, et qui, comment dire, regarde l'attitude qu'il a pour défier Heard. Donc il y a tous ces mecs, c'est chiant à écouter, mais il y a tous les mecs autour de lui, Lions on lui et tout, mais 10 secondes plus tard, il est en train de sauter sur place, et gueuler à tout le monde. Voilà. Et donc, mais à la sortie de Heard Lara, tu te dis, putain, l'unification Heard Charlo, mais c'est ce qu'il faut faire pour la fin de l'année 2018, tu vois. Mais voilà, en 2018, comment dire, on n'aura pas Heard Charlo, qui pour moi est un gros manque dans l'histoire de cette catégorie. On aura à Los Angeles, dans une belle soirée boxe où on a le combat rematch de Mares contre Leo Santa Cruz, on a Jermell qui affronte encore une fois l'Austin Trott, qui aura affronté les deux frérots dans un combat qui ne peut être que compliqué avec Austin Trott. Vu la boxe d'Austin Trott, ça peut pas être simple, ça peut être que compliqué, c'est laborieux, c'est pas, même s'il va 2 fois à terre, Austin Trott, c'est un combat où il y a des sifflets et tout ça, et puis on a surtout le Jermell Charlo qui n'oublie jamais d'être discipliné et qui va pas faire, qui ne prendra aucun risque, qui ne peut pas, qui ne produit pas un effet, tu vois. Et donc ça va au 12 rounds, alors que tu te dis il est au-dessus, mais non, ça va au 12 rounds, et c'est ça 2018. Et donc voilà, c'est un peu les montagnes russes en termes d'émotion. 2017 génial, 2018 voilà, Antoine. Ouais, c'est vrai que Austin Trout, c'est de toute façon pas un adversaire simple. C'est une fois de plus, cette fois-ci, c'est un adversaire qui a un certain gabarit, une certaine allonge à 154, et donc il n'est pas contraint d'avancer sur Charlo, contrairement à d'autres adversaires. Donc Charlo n'est pas dans son jardin. À l'époque, il est encore dans la plénitude de ses moyens physiques, Trout. Il a déjà perdu un certain nombre de fois. C'est un type qui est devenu... quel athlète. Alors voilà, il est devenu célèbre pour avoir battu Cotto au Madison Square Garden, ce qui était un exploit et une des grandes surprises
de l'année où c'est arrivé. Il a perdu, ça lui a valu un ticket contre un très jeune Canelo. Il a perdu contre Canelo, mais il a perdu un combat qui objectivement est plus serré dans les faits qu'il ne l'était sur les cartes. Il a eu droit à ça. Il a perdu un combat contre Lara, bon, qui était un combat contre Lara, quoi. C'est-à-dire techniquement. Mais même s'il va au sol aussi contre Lara. Voilà, et puis combat très serré contre Jermall. Et puis, il y a ce combat contre Heard qui a probablement d'ailleurs un peu conditionné la tactique de Trout contre Jermall. C'est-à-dire que là, en gros, c'est un combat où il leur a laissé de la gomme. Et donc, il sera plus dans l'évitement contre Jermall. Il va jouer sur son allonge. Il va essayer de bouger. Il va beaucoup travailler du jab. Tandis que Charlo, lui, en avançant, va tenter des combos. Alors, c'est sporadique, hein, c'est pas un combat très animé, donc il va tenter des combos. Il va tenter des combos quelquefois dans un round donné, mais certainement pas de manière continue et très agressive. Il y a 2 knockdowns. Le premier au round 3, Trout, à force de reculer, recule un peu bêtement dans un coin, il se retrouve coincé et il est à moitié en déséquilibre. Quand il se fait mettre par terre, c'est un semi-knockdown, on va dire. L'arbitre le compte, pourquoi pas, c'est pas scandaleux. On voit Trout qui bosse en direct. Il travaille en direct des deux mains, il travaille en haut, il travaille en bas, il esquive, il s'accroche quand Charlo s'approche. Charlo est un peu frustré. Il essaye de le cadrer en crochet. Et parfois, c'est l'image de Charlo qu'on va avoir dans d'autres combats. De temps en temps, il va être un peu brouillon. Contre Trout, tu le vois, en fait, quand il essaie de forcer les choses, parfois, il est un peu brouillon. Et tu vas le voir tenter des grands gestes et des grands coups qui vont aller dans le vide. Il y a une forme de frustration. Le public, tu l'as dit, n'adore pas. Et tu sens derrière Charlo, tu as envie de lui dire, mais mec, concentre-toi sur ton jab, impose un jab autoritaire, parce que Trout, lui, l'aura fait. Si Charlo s'était un peu plus investi sur son jab, s'il avait mis un peu plus de poids derrière son jab et un peu plus de constance, il aurait pu enchaîner plus facilement. Reste qu'il va s'assurer, en gros. Alors, il prend même une gauche, d'ailleurs, parce que Trout, rappelons-le, est gaucher. Charlo prend une gauche au 6e round qu'il fait pirouetter. Il s'y attendait pas. Il tombe pas, mais il pirouette. Ça le fait même rigoler, en fait. Il perd un peu ses appuis. Au 9e round, il remet un knockdown. Là encore, qui fait un peu glissade, mais c'est un 2e knockdown. Au fond, c'est un combat dans lequel tu sens que Charlo mérite la victoire, très clairement. Il n'y a aucune ambiguïté sur les cartes. En revanche, tu vois, il y a un compromis qui ne trouve pas bien, je trouve, entre le fait de laisser venir son adversaire, ce que Trout ne fait pas, et inversement, le fait d'être agressif, où il y va parfois de manière un peu caricaturale, et sans avoir pris la peine, une fois de plus, d'installer un jab dominant et de travailler derrière. Il y va en essayant d'envoyer des séries de crochets, etc. C'est un peu désordonné, c'est pas son style, en fait. Il force les choses. Non, il est tellement discipliné que parfois, quand il faut, et parfois contre un gaucher, quand il faut avoir une petite pointe de créativité, c'est là où le bas blesse chez Jermall Charlo. C'est là où le bas blesse. Il va, effectivement. Il essaie de forcer la solution plus que d'y aller à la boxe. C'est bon. Mais Trout n'était pas un cadeau. Et Trout, en plus, après Heard, qui ne voulait pas trop se livrer. Il ne voulait pas trop se livrer, il ne voulait pas en prendre. En plus, il avait déjà boxé Jermall, donc il savait un peu ce que c'était physiquement. Donc, il ne voulait pas. Il était assez illusif. Non, et puis c'est avoir Trout dans son résumé, ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien. Vraiment pas rien. C'est sa 5e défaite, mais il est encore. C'est encore un bon boxeur, quoi. C'est pas. Il est pas usé. Et donc arrive, vous voyez, finalement quelque chose un peu déceptif, comme on dit maintenant sur Jermall Charlo, parce qu'on reste sur l'année 2017 et l'année 2018 est pas vraiment pas folichonne, et surtout qu'on n'a pas le combat avec Heard, la réunification. On n'a pas le combat avec Heard, et ça a vraiment été, c'est un vrai crève-cœur pour moi. Parce que fin 2018, il fallait le faire. L'histoire était belle, la création du truc avait été faite, il y avait une conclusion qui pouvait arriver, une unification du titre. Et au lieu de ça, on a une soirée de Charlo à New York
évidemment, contre un boxeur qu'on ne connaît pas bien, même s'il fait partie de ce top 20. Et comme je vous disais, de cette génération très, très équilibrée. Et on a Charlo contre Harrison, boxeur de Detroit, famille de boxeurs, etc. Et surtout, boxeur hyper compliqué à boxer, vraiment chiant à boxer. Et on va avoir, en fait, c'est vraiment le principe de pédaler dans la semoule. On a un combat qui est, comment dire, où en fait, c'est un combat où ils se compliquent tellement la vie, les deux, que bah, tu sais, enfin, honnêtement, j'ai vu une fois ce combat, j'ai jamais revu parce que c'est de l'ordre de. C'est très laborieux à regarder. Euh, au final, eh ben, le truc le plus spectaculaire du combat, ben, c'est à la fin, c'est les scorecards. Et c'est finalement ben, Tony Harrison qui arrive à avoir pour lui la victoire. Et j'ai envie de te dire, bien sûr, il a la victoire, mais Jermell Charlo, en fait, c'est comment dire, ben, c'est figé tout seul. Enfin, c'est compliqué la vie dans une soirée un peu merdique et arrive, et c'est très inattendu, arrive la première défaite de Jermell Charlo. Comment dire, enfin, c'est compliqué. Hein. C'est une défaite. C'est compliqué hein, parce que tu peux aussi tendre à dire bon, pourquoi pas le donner à Jermell Charlo ce combat parce que voilà, c'est quoi ton rapport à ce premier combat contre Harrison? C'est vrai qu'à l'époque, Harrison, il a cette particularité qu'on ne le voit pas venir du tout. Du tout. Voilà, il a 27 victoires, 2 défaites. Il n'a pas vraiment de victoire marquante. En fait, c'est un type qui a un petit palmarès, mais dont imagine que c'est une victime expiatoire. Il a fait intéressant, il n'a pas de défaite au point, donc c'est vraiment un adversaire qui a l'habitude de gagner des rounds. En fait, c'est pour le battre, il faut le foutre en l'air, parce que il combat derrière. Alors, une fois de plus, c'est le genre d'adversaire que Charlo n'adore pas, c'est-à-dire un type assez grand. Il est aussi grand que Jermell, mais il a encore plus d'allonge. Il ne va pas s'engager bêtement. Ouais. Il a un jab télescopique et excellent. C'est-à-dire que Harrison, pendant tout le combat, va surtout utiliser son jab. Et pas forcément d'ailleurs un jab pour un jab qui fonctionnerait comme l'antenne d'un escargot. Non, il met un peu du poids derrière son jab. De temps en temps, il fait valser la tête de Charlo avec. C'est son arme première. Charlo, lui, envoie plus de power punch. Donc, c'est une espèce de duel entre le jab d'Harrison et les power punch de Charlo. Et au final, donc, le timing d'Harrison est vraiment un timing d'école, que ce soit pour quand il attaque ou quand il est en défense avec son jab, il le donne toujours dans un timing très juste et il perturbe la mécanique de Charlo, qui est globalement plus actif et moins précis. Et alors à la fin du combat, tu sens quand même que Harrison est plus fatigué, il s'accroche beaucoup. Mais donc tu sens que physiquement, Charlo avait plutôt le dessus. Les commentateurs s'étonnent des cartes en faveur d'Harrison parce que la décision est unanime et on lui donne jusqu'à 116-112, donc une victoire nette, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est... Moi, je pense que Charlo aurait plutôt mérité, mais vraiment d'un quart de poil, la décision. Enfin, et ce qui est certain, c'est qu'en revanche, il était en difficulté. C'est-à-dire qu'il a eu du mal. Contre ce mec-là, il a eu du mal. Il a eu du mal à aller chercher la victoire. Il a eu du mal à se montrer agressif et à trouver une solution à ce fameux jab qui lui a fait du mal pendant le combat. Harrison, évidemment, touche le super banco sur ce combat-là parce que personne ne le connaissait et ça devient le gars qui inflige sa première défaite à Charlo. C'est la victoire d'une vie pour Harrison, hein, très clairement. Très clairement. Je pense que ce soir-là, les juges ont vraiment été généreux avec Harrison, sans que ce soit un énorme scandale. Mais Charlo paye le fait que c'est pas net ce qu'il a fait, c'est pas très propre. Il n'a pas été précis ce soir-là, il s'est pas montré, son agressivité n'était pas maîtrisée, non, il était face à un défi technique qu'il a mal su résoudre et il a dû en assumer les conséquences. Exactement. Et finalement, on va être
finalement, je pense qu'on c'est un vrai arrêt forcé en fait pour Charlot et qui va en fait finalement là véritablement perdre du temps. Pourquoi? Parce qu'en plus Harrison va reporter le rematch parce que rematch Charlot veut absolument va reporter le rematch. Il est blessé ou soi-disant blessé parce que Ouais, y aura toute ouais, une soi-disant polémique la main, là-dessus. enfin bon. Voilà, et puis le pied aussi, tout ça. Mm. Donc le 23 juin, quelle belle date, Charlot prend Rory Cotta qui avait déjà perdu contre Lubin pour un chaos spectaculaire. Ouais, Voilà, ouais. voilà. Donc on retrouve le Charlot qui peut mettre son 1-2, bah, bah, et voilà, mais c'était un peu couru d'avance, mais ça fait du bien. Il n'est pas ring rusted, mais en fait, Charlot attend pendant un an, il attend Harrison. Mm. C'est extrêmement frustrant, Mm. ça d'ailleurs. Il attend Harrison. Heureusement, juste avant Noël, arrive le 21 décembre 2019, le combat, la revanche de Tony Harrison contre Charlot, qui là est un évidemment meilleur combat, très bien à revoir, avec un Charlot plus agressif, qui va mettre sur le cul plusieurs fois Harrison, même si Harrison lui aussi a de bons rounds pour lui, mais en fin de combat, on a un Jermel Charlot selon moi, qui trouve la solution et qui va faire mal, qui va mettre plusieurs fois à terre Harrison. Harrison, c'est Jack Reese qui arbitre, très 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 bon arbitre, qui va finir par arrêter Harrison. Alors Harrison, sur l'arrêt proprement d'Harrison, peut-être qu'il allait un peu trop vite, mais sur la tenue du round dans lequel il était, il y avait peu de chances que Jermel n'allait pas le finir quelques instants plus tard. Franchement, franchement. Et donc, Jermel Charlot, voilà, fait ce qu'il aurait dû faire un an plus tôt, c'est-à-dire ne pas s'en remettre au juge, y aller clairement, voilà, et il reconquiert son titre et de la meilleure des manières, même si encore une fois, je pense que sur les scorecards, c'était plus serré aussi qu'on ne le croit. Ouais, le combat est serré. Le Ouais. combat est serré, même si, tu l'as dit, Harrison va au tapis très tôt, Ouais. je crois au round 2, il va au tapis parce qu'il envoie un combo et pendant qu'il envoie le combo, Charlot continue à avancer sur lui, il lui met un crochet gauche en contre et il l'envoie dinguer, il l'envoie au sol. Alors, Charlot fait une bêtise au début du round 3, c'est-à-dire qu'il veut finir Harrison. Donc, il y va très fort pendant 30-40 secondes. Il jette sa gourme, il envoie des grands crochets pas précis, ce qui m'agace, moi, quand je regarde ça. Et il laisse finalement à Harrison le temps de retrouver un peu de composition, voire de gagner le round ensuite, parce que c'est lui qui en met et c'est lui qui finit par avancer et par gagner. Donc, il y a voire il fait tomber le protège-dents de Charlot à la fin du round 3, donc il est de retour dans son combat. Ouais. Il y a une alternance de moments où Charlot avance et où il recule. En revanche, ce qui va finir par jouer pour lui, alors d'une part, Harrison, un peu bêtement, va se mettre à le provoquer. Il y a plusieurs moments où il y aura du chambrage dans ce combat. Et, quand tu chambres, il faut en avoir les moyens, c'est-à-dire Il rester fait du shadow concentré. bowling qui n'a Ouais. pas de sens. Ouais. Ah, et c'est pas dans un combat aussi serré que ça, c'était idiot. Et surtout, mine de rien, et même si Harrison va survivre longtemps, il fait ce qu'il faut sûrement pas faire contre Jermel à l'époque, c'est-à-dire qu'il reste devant. Il reste devant, qu'il avance ou qu'il recule, il reste dans l'axe de Charlot. Et arrive un moment où justement on est reparti dans l'affrontement un peu classique. Il y a eu quelques rounds où ils étaient quasiment front contre front, c'était plus engagé qu'au premier combat. On va repartir dans l'affrontement assez classique entre eux, entre les power shots de Charlot et les jabs d'Harrison. Harrison chambre, et justement, il avance, il secoue la tête, il fait deux choses idiotes, c'est-à-dire qu'il avance sur Charlot, il secoue la tête, il est à mi-distance, il fait etc. Et il prend un doublé du gauche, corps face, qui le cueille, qui l'envoie dans les cordes, et à partir de là, c'est fini parce que, en gros, knockdown, il se relève et il retournera au tapis, puis il sera arrêté. Mais Harrison a très mal géré la fin du combat. Les cartes sont plutôt. Je crois qu'à ce moment-là du combat, il y a une split decision. Il y a deux juges pour Charlot, un pour Harrison, donc c'est très serré. Ce qui est certain, c'est que Charlot a bien fait de ne pas laisser les juges décider à sa place, comme tu l'as dit. Et que
finalement, ça aura été, alors que Charlot, fondamentalement, est quand même plutôt un meilleur boxeur qu'Harrison, il y aura eu un premier combat très serré qu'il aura perdu aux cartes, un deuxième combat où il s'impose par KO, mais au 11e round, et les cartes étaient split. Donc, il aura probablement, par rapport à ce qu'est Jermell Charlo, par rapport à son potentiel, il aura eu plus de difficultés qu'il aurait dû en avoir, à mon avis. Voilà, sur ces deux combats-là. Même si il gagne nettement sa revanche, et que, enfin, nettement, en tout cas, il gagne par KO sa revanche, et que pour la suite, c'est le début déjà d'un très bon run pour lui. Et puis, voilà, il s'est fait respecter. Il y a une forme d'autorité derrière ça. C'est un combat, pour l'anecdote, qui a lieu à Toronto, et je ne sais pas trop dire pourquoi. Pourquoi ce combat-là particulièrement a lieu dans l'Ontario, alors que Non. Il a lieu en Californie, dans un bled qui s'appelle Ontario, en Californie. Ah, d'accord, parce que d'accord, mes fiches sont pas bonnes, parce que je me disais, mais pourquoi deux Américains s'affrontent au Canada? Ça n'a pas de sens, donc merci pour ta correction. Il y a un bled je crois que c'est en Californie du Sud ou du Nord. D'accord. Californie qui s'appelle Ontario. Ouais. Tu réponds à une question qui me trottait dans la tête, c'est pour ça que je l'amenais sur le tapis, c'est pourquoi s'affronter dans l'Ontario? Parce que la ville s'appelait Ontario. Exactement. Voilà. Exact. Mais voilà, il récupère son titre effectivement quand il le faut. Pourquoi? Parce que la catégorie continue à vivre sous l'égide de PBC, qui est toujours en contrôle. Et puis, il se passe des choses. Malheureusement, on n'a pas eu par le passé, comme je vous ai dit, Charlo Heard, et c'est un gros regret pour moi. Mais la catégorie continue à vivre. Il y a Julian Williams qui fait une démonstration tactique face à Heard pour lui prendre les titres. Et je peux te dire, c'est des super athlètes. Cette catégorie-là, et c'est vraiment des super athlètes. J'ai eu l'occasion de voir Julian Williams contre Nathaniel Gallimore. C'est extrêmement impressionnant. J'avais l'impression d'avoir des super moyens qui se mettent. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et donc, le même Julian Williams, juste avant que le Covid arrive, perd contre Banana. Voilà, contre Rosario. C'était complètement inattendu. Et finalement, l'unification proprement PBC qu'on attendait de cette catégorie des super welter arrive en 2020 dans ces années Covid, voilà, entre Jermell Charlo et Jason Rosario. Et c'était, tu sais, un pay-per-view des frères Charlo, les Charlos, où Charlo, le frérot, fait un grand combat contre Derevyanchenko, et Charlo va unifier le titre en étant simplement physiquement beaucoup plus fort que Rosario, beaucoup plus impactant. Il le met sur le cul une première fois, je crois. Il le boxe propre. Attention, ça boxe avec Charlo, ça boxe toujours hyper propre. Voilà. Et puis va arriver ce coup à la ceinture, au corps, où tu te dis bon, et avec un Rosario qui va s'effondrer, qui va même avoir des convulsions un petit peu. Il y a une sorte de convulsion qui arrive, c'est très impressionnant. Et finalement, il n'y a pas match du tout. Charlo est vraiment au-dessus. C'est extrêmement impressionnant. Et puis, il unifie le titre. C'est lui qui était le super welter de chez PBC. Le titre est unifié pour le moment avec 3 ceintures. Qu'en gardes-tu comme souvenir? C'est vrai que c'est une soirée qui est un peu atypique, parce que tu l'as rappelé, c'est une soirée en 2 volets que j'avais regardé en direct. Exactement. Qui commençait. C'était presque 2 soirées dans la foulée, parce que si je me souviens bien, après le combat de Jermell, ça repartait en fait dans une espèce de sous-carte, puis c'était Jermell contre Derev à la fin, ou alors c'était l'inverse, mais en tout cas, chronologiquement, c'était assez bizarre. Et le tout dans une ambiance Covid, parce qu'il y avait quasiment personne dans un studio. Dans la salle, donc c'était très, très curieux comme impression. Évidemment, alors Rosario, c'est un Dominicain, donc on a vu arriver d'un peu nulle part. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il batte Julian Williams, surtout après que Williams avait battu Heard, qui à l'époque
était plutôt impressionnant, très coté en tout cas. Rosario, on ne sait pas trop ce à quoi s'attendre. Et en fait, ce qui est assez marrant dans le premier round, quand Carlos signe son premier knockdown, c'est que à ce moment-là, il n'est pas si propre que ça, au sens où il avance sur Rosario, il envoie des droites et des gauches plongeantes, en veux-tu, en voilà. Il y en a une qui touche Rosario au sommet du crâne, une gauche qui touche Rosario au sommet du crâne et qui l'envoie valser. Mais c'était un choix tactique qui, moi, m'a étonné sur le coup. Alors, ça se passe très bien. Contre un mec qui a quand même un peu de punch. Rosario, son danger, c'est qu'il a quand même un peu de punch. Et ensuite, effectivement, Rosario remet la marche avant. Entre les rounds 2 à 5, il est plutôt en contrôle. D'ailleurs, il gagne des rounds sur les cartes des juges. Mais enfin, il est plutôt en contrôle. Par l'agressivité, il gagne des rounds, mais Charlo est en contrôle. Et Charlo, en fait, attend le moment où il va le contrer. C'est-à-dire que Rosario, qui est toujours dans sa tête en train d'essayer de combler son retard au point parce qu'il est allé au tapis, il laisse des trous dans sa défense et il prend un terrible crochet en contre au 6e. Et alors, on voit, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il prend sa tête valse. Il a un moment où il vacille sur ses jambes. En fait, ça rappelle certains adversaires de Tommy Hearns. Avant de tomber, il vacille. Enfin, c'est un truc très. Ouais. Et puis, donc, il se fait achever sur ce coup qui le prive de souffle d'un coup, mais qui est un jab qui n'est pas un truc si impressionnant que ça. Et on le voit tomber à la renverse, il tombe littéralement sur le dos. Et on s'attend à ce qu'il se relève, parce que c'est pas si violent, c'est pas un coup au foie, tu vois. Et puis, en fait, il se relève pas. Bon, non. Il en a eu assez. Mais là, tu vois vraiment qu'il y a. L'expression, on l'a utilisée à maintes reprises. Il y a des niveaux à ce jeu-là. Et effectivement, Rosario est champion un peu pas par hasard, mais en tout cas, personne ne le voyait venir. Et on voit ce que fait la différence technique qu'il y a entre les deux. Donc, c'est effectivement une unification WBC-IBF. C'est, j'allais dire, une façon... Et WBA aussi, hein, et WBA. Je crois que WBA... C'est pas Castano qui a la WBA. Non, il aura la WBO. D'accord. Oui, alors Castano, il a la WBA régulière. Et Charlo, il a la super. Si la WA, la fameuse WBA, avec toute leur ceinture. Voilà. Ouais. C'est toujours compliqué, la WBA à l'époque, c'est toujours un peu compliqué à capter. Mais effectivement, oui, Castano, à l'époque, il a la WBA régulière et il a celle qu'il a pris, la WBO qu'il a pris contre Teixeira. Ouais. Oui. Et donc, va s'engager, on est encore dans ces années Covid, mais va s'engager finalement le truc supplémentaire, c'est-à-dire que de unifier à 3 ceintures, on va tenter le Undisputed. Le Undisputed, et c'est extrêmement rare, même en 2021. Voilà, on a Uzi qui a refait ça chez les Cruiserweight, mais enfin, Undisputed dans l'histoire de la boxe, c'est extrêmement rare. Et finalement, on a une conclusion. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que on a une conclusion de toute cette génération. Voilà. Quel était finalement le grand combat de toute cette génération? Parce que, comme je vous dis, le top 20 était extrêmement équilibré. Et ben, c'est quelqu'un qu'on a bien connu en France. Voilà. C'est la grande finale de cette génération, pour moi, qui m'a passionné chez les Super Walter. Et ben, c'est Charlo contre Castano. Ça arrive en 2021, en juillet en 2021. Et comment dire, heureusement qu'il y a eu, enfin, c'est pas heureusement, mais s'il n'y avait pas eu le 3e combat entre Wilder et Fury, eh ben, le combat de l'année ou ce qu'il fallait voir, ou la seule chose qu'il fallait absolument retenir, c'était Charlo contre Castano. Combat donc qui va se faire, et l'enjeu est immense. L'enjeu est immense pour les deux parce que encore une fois, ils sortent d'une génération extrêmement équilibrée, extrêmement dense, mais est-elle la meilleure des générations? Ça, c'est une autre histoire. Mais en sortant de ça, tu peux quand même rentrer dans les livres d'histoire. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et arrive un combat où finalement, c'est extrêmement passionnant parce que styles make fight, et ces deux boxeurs finalement avaient, par leur boxe et par leur stratégie, Castano aussi pour un peu rough, et avoir des moments, des séquences où il essaie d'asphyxier Charlo avec un très très gros physique. Charlo qui veut boxer très très propre, et puis finalement
comment dire, ça va être un combat extrêmement équilibré, des séquences pour l'un, des séquences pour l'autre, du à toi, à moi. Il y a quelque chose de très symbolique, c'est que au deuxième round, alors si je me trompe pas, c'est au deuxième round où il y a une énorme séquence de Charlot, enfin de l'un ou l'autre, je sais plus, ça commence avec Charlot, et au troisième round, presque la même séquence, mais pour Castano, combat très équilibré, et puis finalement, c'est de la très très grande boxe, parce que là où il trouve les ouvertures, s'il trouve les ouvertures dans les intervalles. Et ça, c'est très, très compliqué. En boxe, tu le dis souvent, Antoine, quand quelqu'un arrive à doubler, tripler, quadrupler un coup, c'est très fort techniquement. Mais là, en termes stratégiques et en termes de coup d'œil, ils arrivent à trouver les intervalles. C'est-à-dire, dans les intervalles des combos de l'un l'autre, ils arrivent à trouver. Et donc, le crochet gauche et le crochet droit deviennent des armes l'un pour l'autre, des armes de destruction massive. C'est un combat extrêmement fort, où sur les championship rounds, j'ai l'impression que Charlot trouve un peu des solutions, etc. et revient parce qu'il est un peu derrière, mais pas de loin, mais il est un peu derrière, et les championship rounds, il met un coup de rein qu'il revient, et c'est super à voir. C'est super à voir. C'est un grand combat de pugilisme. C'est un grand combat de pugilisme, je le dis encore une fois. Et arrive la décision qui sera un match nul. Mais honnêtement, je n'y vois. Et déjà à l'époque, on en parlait parce on avait fait le débrief ensemble. Je n'y vois pas de polémique parce que c'est tellement beau pour la boxe. Alors c'est frustrant parce qu'on n'a pas le undisputed. Mais je pense que c'est fair pour les deux boxeurs de mettre un match nul. Qu'en penses-tu ? Alors, ce qui avait prêté à polémique, surtout, c'était que chacun des deux boxeurs avait une carte et il y avait un match nul. Et effectivement, on est au Texas et Charlot a une carte de 117-111 qui ne reflète pour le coup pas ce qui s'est passé sur le ring. Bon, alors ça c'est la cuisine habituelle de la boxe anglaise. On n'est pas surpris qu'il arrive des trucs pareils. Non, c'est effectivement un combat globalement équilibré. Moi, j'avais plutôt donné à Castano, mais qui est surtout intéressant parce que, en gros, tu sais ce qui va se passer quand tu vois les données du problème. C'est-à-dire que Castano, il est petit. C'est un petit super welter. C'est un petit gabarit. Il fait 1m69. Et il a une allonge assez courte, 1m73. Donc, en gros, tu sais qu'il va devoir trouver des Russes pour avancer et pour arriver à sa portée à lui. Et justement, ce faisant, il va passer par la danger zone parce que Charlot, il adore les mecs qui avancent sur lui. En fait, il adore envoyer à mi-distance des parpaings sur les mecs qui avancent sur lui. Donc, en termes de physique, Castano, il est tellement fort que très vite, Charlot peut arriver très vite et dos au corps. Ouais. Il est très noueux et il fait ça avec une certaine science, Castagno. C'est-à-dire qu'il sait très bien quelles sont ses qualités et ses défauts. Il les avait montrés d'ailleurs. Il avait affronté, tu l'as dit, en France on le connaît parce qu'il a battu Soro au terme d'un combat qui était très disputé. Il a battu Cédric Vitu au terme d'un combat qui était moins disputé. C'est quelqu'un qui a une très grosse carrière amateur, Castagno. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de grosses médailles au sens Jeux Olympiques, au sens Championnat du Monde. Mais c'est un gars qui a battu Errol Spence, qui a battu Derevianchenko en amateur, donc ce qui peut paraître étonnant d'ailleurs parce que Derev a fini sa carrière, enfin, elle n'est pas tout à fait finie, mais c'est un type qui a l'air plus massif. Et pourtant, il a boxé Castagno quand il était en amateur, un petit peu comme Usyk avait boxé Sean Porter, ce qui est mythique. C'est un type qui est petit, mais qui a une certaine énergie, une certaine puissance. Et effectivement, tu l'as dit, il y a un échange de moments forts au début du combat qui est très impressionnant, c'est-à-dire qu'au round 2, très précisément, Castagno arrive à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il est main haute pour se protéger à mi-distance. Il arrive à acculer Charlot dans les cordes. Il lui met une séquence de crochets et Charlot contre. Il le contre et il le fait reculer. C'est lui qui lui met un enchaînement et qui le fait reculer. Et là, tu te dis, oula, ça va mal se passer pour Castagno si Charlot a la clé. Et en fait, Castagno répond immédiatement, c'est-à-dire qu'il perd le round 2, mais il envoie une séquence similaire au round 3, où cette fois-ci, il s'applique. Il fait mieux les choses, il envoie 2 crochets gauche très violents, dont le deuxième envoie Charlot dinguer dans les cordes, et tu sais que s'il n'y a pas les cordes, Charlot tombe.
ce qui aurait pu lui valoir un knockdown, ce qui ne lui en vaut pas, c'est pas si polémique que ça d'ailleurs, mais en tout cas, Castagneux est dans le combat. Il est dans le combat et il va reproduire ça. Et les rounds qui vont suivre vont tous pas mal se ressembler, c'est-à-dire que globalement, Charlo va essayer de boxer à mi-distance avec plus ou moins de succès et Castagneux va toujours trouver à chaque round le moment où il arrivera à le coincer dans les cordes et à faire une séquence avec plus ou moins de succès. Et comme tu l'as dit, pour moi, Charlo est très clairement en retard à l'approche des Championship Rounds, mais à un moment, probablement son coin, probablement, et aussi parce qu'il a une condition physique qui le lui permet, il va aller au charbon, et là, pour le coup, il va réussir à bien finir et à en tout cas gagner les 3 derniers rounds, parce qu'il sera supérieur, en particulier au 10e où il va toucher très durement Castagneux, et Castagneux va devoir monter sur son Solex, lui qui avait été le chasseur pendant tout le combat, il va devoir faire des tours de bicyclette, et puis au 11e... Aidé par les cordes aussi. Ouais, non, vraiment, les 3 derniers rounds sont compliqués pour Castagneux. Au 11e, il recommence à avancer, il prend une série très dure qui l'oblige à reculer. Donc finalement, le match nul n'est pas scandaleux. Moi, j'ai trouvé sur le coup, j'étais déçu pour Castagneux parce que le contexte pour lui n'était pas évident. Il était au Texas. Ah ouais, non, c'est vrai. Donc je me dis, s'il avait une chance, c'était là. Et je me rappelle très bien aussi, ce serait intéressant de re-regarder le débrief qu'on a fait ensemble. Ouais. Au fond, je suis d'autant plus désolé pour Castagneux que tu te dis, quand tu vois la tête du combat, tu te dis que Charlo peut faire des ajustements, peut procéder à des ajustements et pas Castagneux. Castagneux, tu sais très bien qu'il est condamné par son gabarit et par son style à refaire exactement la même chose. Toujours réessayer de faire le pressing, toujours réessayer de mettre Charlo dans les cordes, alors que Charlo, techniquement, il peut faire des choses. Il peut mieux préparer la mi-distance, il peut mieux préparer la façon dont il va contrer au corps à corps. Il a une palette de possibles, il a un champ des possibles qui est beaucoup plus étendu que celui de Castagneux. Et la revanche va nous montrer que oui, c'était bien le cas. Dieu sait s'il m'arrive de me planter dans les pronostics, mais là, là pour le coup, on sentait que Charlo avait plus de marge de manœuvre que Castagneux. Exactement. Exactement. Et on va sur la revanche. Et finalement, Charlo Castagneux, c'est un très beau duel. Et c'est un très beau duel. Et quand on parle de duel, parce qu'on aurait pu, comment dire, moi je pense que dans moins de 10 ans, on pourrait se retrouver pour faire un fight to remember Charlo Castagneux, tu vois. Ah ouais, oui. C'est un vrai beau duel qui s'enclenche sur une revanche en 2022, voilà, où Castagneux déjà montre des signes qu'il y a peut-être qu'un truc qui cloche chez lui, parce que comment dire, il ne veut pas monter sur le ring. C'est-à-dire qu'on va attendre qu'il sorte des vestiaires. On se dit, et alors il joue à un jeu, un mind game, il joue à un truc avec les Charlots. Il dit voilà, peut-être que je vais essayer de le refroidir ou voilà, j'ai laissé trop de temps à essayer de faire son warm-up et je vais essayer de comment dire, le fatiguer avant, mais c'est comment dire, il pousse le truc de façon exagérée, le combat, et donc voilà, donc il tente ce coup-là, Castagneux. Le combat a lieu, et là, la différence du premier, on sent un Charlo extrêmement fort physiquement, peut-être dans sa meilleure soirée dans sa boxe, et dans ses frappes, et avec un jab qu'il parfois réussit à imposer, alors que c'était beaucoup plus compliqué sur le premier combat. Ça frappe très très fort, et le combat est bien. Franchement, on est dans une continuité, on est dans un combat d'une qualité encore, vraiment, voilà. Mais on sent que il se passe quelque chose, et puis va arriver. Alors, je ne sais plus quel round c'est exactement, c'est 10e, 11e. C'est 10e. La fin, c'est le 10. 10, voilà, où Charlo va réussir encore sur un combo classique à sonner, et avec un retardement, comment dire, Castagneux, et c'est tellement violent que c'est un stop énorme. Et d'ailleurs, Castagneux est-il remonté sur le ring depuis? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non. Et parce que il a pas pris sa fête, pas officiellement. Pas officiellement, mais voilà, il n'est pas remonté sur la ring tellement c'est
c'est violentissime. C'est violentissime son KO. Et là, bon, là, il n'y a pas polémique. Là, c'est une très, très grande victoire de Jermell Charlo et peut-être, je pense, sa plus grande victoire. Oui. Oui, voilà. Très, très clairement, parce que c'est ce qui différencie les bons boxeurs des très bons, ou alors les très bons des champions, ou alors peu importe, mais ce qui différencie les tâches du dessus en boxe, c'est la faculté des boxeurs à s'ajuster. Soit qu'ils le fassent pendant un combat, ce qui était la marque de fabrique de Floyd Mayweather, soit qu'ils le fassent pour les revanches, ou en tout cas qu'ils sachent. Et Charlo, sur ce combat-là, il a tout fait mieux, en fait. Là où Castagno plafonnait déjà dans ce qu'il proposait au premier combat, Charlo va tout faire mieux, c'est-à-dire qu'il va mieux se déplacer, il sera moins souvent dos aux cordes, il va envoyer un jab qui va être moins paresseux que d'habitude et plus constant, il va avoir soigné ses contres, et en particulier dans les corps à corps, il aura compris qu'il y a un certain nombre d'enchaînements de crochets de près, que Castagno aime bien finir sur une droite, et Charlo va l'attendre avec son crochet gauche, en fait, et il va le passer de manière assez systématique à la fin, et ça va faire mal. Sur j'allais dire, en sortie de corps à corps d'une manière générale, il va parvenir à faire mouche, et c'est pour ça que les cartes sont moins serrées cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui gagne la plupart des rounds. Quand tu arrives au 10e, il est en avance, et c'est justifié. Ça ne veut pas dire que Castagno fasse un mauvais combat, mais ça veut dire que Castagno, ses options sont moins larges, et qu'il est surclassé par un type qui est plus fort physiquement, et qui a plus d'atouts que lui. Et le dernier enchaînement de Charlo, enfin, c'est pas le dernier, parce que c'est l'enchaînement du premier knockdown. Ensuite, Castagno va se relever, il va retourner au tapis, mais c'est une sortie de corps à corps. Castagno, comme d'habitude, envoie son enchaînement de près, et Charlo le contre en crochet droit au corps et crochet gauche à la face. Et ça fait mal, très mal visuellement. Et Castagno tombe en léger décalage, comme tu l'as dit, il tombe en léger différé, et ensuite il se relève, il a l'air frais, et en fait il ne l'est pas du tout, et Charlo le termine. Ce qui m'aura marqué sur ce combat-là, et ce qui aura été assez intéressant, c'est que assez tôt dans mon souvenir, en tout cas pour l'avoir vu en direct, assez tôt, tu sens que le combat lui appartient, mais il ne force rien. C'est-à-dire que intelligemment, il met beaucoup d'impact dans ses frappes, mais tu n'as aucun moment un peu crétin où Charlo, dans ses combats précédents, avait pu envoyer ses grandes droites et gauches plongeantes pour essayer de finir son mec, mais de manière désordonnée et imprécise. Là, pas du tout. Là, il est clinique du début à la fin. Le KO vient quand il doit venir. C'est parfait. C'est une des plus grosses performances. Alors, c'est pour moi la meilleure performance en carrière de Jermell Charlo. Et puis, je me rappelle très bien qu'en 2022, quand il avait fallu réfléchir à la performance de l'année, c'est ce combat-là, moi, qui m'était resté, parce que je m'étais dit, voilà un type qui a sorti une copie parfaite. Voilà. Exactement. Copie parfaite et undisputed légitime. Undisputed légitime. Et ça, ça court pas les rues, même s'il y a eu plusieurs undisputed ces dernières années qui sont apparus, alors que pendant des décennies, c'était impossible à réaliser. Et donc, statut pas du tout anodin. Voilà. Quand tu vois, on parle de Usyk, le undisputed et tout ça, voilà, Charlo, il a été aussi undisputed d'une catégorie qu'il a fait vivre, dans laquelle il est resté aussi. Voilà. Et donc, quel est l'avenir à partir de là? Parce que finalement, c'est comme souvent, aux sorties de sa meilleure performance, finalement, comment dire, alors qu'on projette beaucoup, tu sais, on est beaucoup dans la projection, on se dit il va se passer ça et ça et ça, et toutes les possibilités sont là. En fait, non. En fait, on s'aperçoit pas qu'on est dans une fin de l'histoire. On est déjà dans un moment aussi où, alors, y a-t-il évitement ou pas, mais on oublie aussi qu'il y avait un combat qui était prévu. Oui, exactement. La WBO avait ordonné Charlo Tsiu, absolument. Charlo Tsiu, exactement. Et on sent bien que ça faisait chier le clan Charlo, hein, franchement. Même si je dis pas que... Enfin voilà, même si je dis pas que... Alors Tsiu avait l'air hyper impressionnant, évidemment. Il était en pleine bourre à ce moment-là, il avait des KO pour lui, etc. Mais ça veut pas dire
que ça aurait été la même avec Jermel. Non, bien sûr, bien sûr. C'était un cran au-dessus quand même par rapport en termes d'adversité, bien sûr. Oui. Voilà, on ne sait pas, mais toujours est-il qu'il n'y a pas ce combat. Qu'il n'y a pas ce combat et qu'il n'y a pas ce combat, et aussi que ça s'explique aussi parce que en 2023, évidemment qu'il y a le contrat de Canelo avec PBC. J'en ai fait beaucoup de vidéos, mais c'est marquant. Et que il faut donner finalement des combats, comment dire, soi-disant intéressants à Canelo sans qu'il prenne trop de risques. Et arrive, et on sent quand il signe avec PBC, on sent que peut-être les Charlots vont être dedans, mais on pense aux frères. Oui, on pense aux frères. Qui boxe une catégorie au-dessus depuis des années, oui. Voilà, donc, vraie surprise, le premier combat de Canelo, enfin, du contrat PBC, voilà, ça sera finalement l'appellation. C'est là où le fait d'être undisputed va aider Jermel. C'est undisputed versus undisputed. Et voilà quel était le sel de ce combat. Parce que c'est Jermel Charlo qui va affronter Canelo, qui va faire cette chose où finalement, c'est un très mauvais casting de demander à lui de le faire, c'est-à-dire faire le bond de 2 catégories pour aller affronter Charlo, faire le bond de 2 catégories. Lui qui a un super welter, qui a toujours été dans cette catégorie, toujours discipliné. Lui, c'est vraiment un 154 livres. Aller faire le 168 livres ce soir-là, évidemment, en termes d'envergure, il est grand et tout ça, évidemment, et c'est toujours le problème que tu te dis avec Canelo. Je dis, mais je suis plus grand, j'ai une plus grande envergure. Bon, ben voilà, je vais faire. Mais bon, maintenant, toutes les barrières mentales sont en train d'exploser. Je vous en parle souvent dans mes libres antennes. C'est-à-dire que les limites de poids, finalement, elles sont plus vraiment respectées. On demande à des champions de faire des sauts de poids, voilà. Donc, on verra bien pour Crawford prochainement. Mais, Charlo, non, ça passe pas. Alors, il est le truc le plus impressionnant, c'est sa tenue. Regardez, j'ai une photo exceptionnelle de lui, son entrée sur le ring, on dirait Dark Vador. C'est la chose la plus exceptionnelle. Mais finalement, c'est un combat où Charlo, parce qu'il est Ironman, parce que c'est un athlète, heureusement qu'il va avoir des bonnes jambes à 168 livres. Heureusement qu'il va avoir des bonnes jambes parce qu'il n'y a pas combat. Parce que c'est au deuxième round où Canelo fait goûter sa droite à Charlo, et il y a ce moment où Charlo, il met un genou à terre. C'est un knockdown très réfléchi. Il prend le coup, il a un peu les yeux révulsés, il fait « oh putain » et tout ça. Et là, très intelligemment, on peut dire, il met un genou à terre pour se faire compter et pour arrêter la séquence de Canelo. Mais à partir de là, il y a, il est en mode survie, je survis au round, je bouge. Et surtout, ce qui était très décevant, c'est que il n'y a pas de conviction dans ses coups. Il n'y a pas de conviction. Et voilà. Et il n'y a pas de tentative, il n'y a pas le panache de dire, bon, je tente le truc, je me fais allonger, mais j'aurais tenté le truc et être undisputed dans 2 catégories, c'est un truc de ouf. J'aurais tenté le truc, tu vois. Et vraiment, c'est là où c'est extrêmement frustrant, c'est que tu sens qu'il n'y a pas ce supplément d'âme, dire bon, ce côté samouraï et kamikaze qu'il aurait dû avoir, parce que c'est un combat qui est perdu d'avance déjà quand il est signé, quoi, tu vois. Et donc il faut être kamikaze. Et il l'est pas. Et il passe l'orage. Et finalement, c'est très décevant parce qu'il est doublement perdant. Il est doublement perdant de cela parce que c'est la dernière image qu'on a de Jermel Charlo, et c'est pas une bonne image pour un champion undisputed. Qu'en penses-tu de ce money fight, Canelo? Ce qui est clair, c'est que quand Charlo devient undisputed, c'est plus un jeune boxeur déjà. Et donc, en effet, lui, il a une préoccupation parce que son super fight, il n'a pas vraiment fait de super fight en carrière. C'est pas très lucratif. C'était un pay-per-view. La soirée des Charlos où il a battu Rosario, c'était un pay-per-view, mais
mais c'est pas très lucratif. Et effectivement, il doit faire sauter la banque. C'est pour ça qu'il refuse Tsiu, parce que Tsiu, finalement, le rapport bénéfice-risque est pas génial. Pas génial. Même s'il avait sûrement les moyens de gagner ce combat, le rapport, enfin, il a plus de temps à perdre, il est déjà trentenaire, il a plus de, voilà, il a besoin d'argent. Et effectivement, moi, je lui en veux pas d'avoir accepté le Canelo Fight. Non, moi non plus. Moi non plus. C'est du pognon, quoi. Bon, voilà, c'est du pognon, c'est plus qu'il n'en espérait. En revanche, il y a l'attitude. Voilà. Tout à fait. T'es avec nous, Antoine? L'attitude de Charlot t'a fait friser. Hop, mais c'est très vrai ce que tu dis. Hop, Antoine, il a un problème technique. On est dans les conditions du direct. Hein. On fait toujours ça dans les conditions du direct, les amis. Mais effectivement, l'attitude, comme le dit Antoine, l'attitude est problématique. Est problématique parce que la force de vente de ce combat, c'était justement le statut. Le statut de Undisputed, et qu'on voulait faire s'affronter. Et d'ailleurs, c'est un délire qui reste. Hein. Nous sommes actuellement dans le 1er février 2025 et on ne parle que de Crawford contre Canelo, encore un Undisputed contre Undisputed. Voilà. Mais l'attitude était véritablement problématique. Antoine, je suis bien d'accord avec toi. Désolé pour le bug technique. Alors, juste pour dire que l'attitude, c'est à la fois le côté très résigné de Charlo sur le ring, et c'est le moment où finalement, bon, alors, il prend la droite de Canelo à un moment et il met un genou à terre, mais en définitive, il commence à boxer, il montre de manière sporadique au round 9, il montre ce qu'il aurait peut-être pu faire. Voilà. Et c'est pas si mal. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand il décide d'être actif et d'envoyer du combo contre Canelo, ça fonctionne. Et le round 9, même, je lui donne. Et juste, il choisit de ne pas le faire, y compris pour la suite du combat. Très vite, il rentre à la niche. Dès que Canelo le retouche, il rentre à la niche. Et ça, c'est problématique parce que malgré tout, c'est une grosse soirée. L'undercard était bonne. PBC sort le truc du chapeau, personne ne les avait vus venir, tu l'as rappelé, hein, mais on parlait d'autres adversaires pour Canelo. Et on se dit, même si Canelo, il a pris John Ryder, qu'en définitive, ça commence à devenir un peu ronron, ils arrivent à nous surprendre. Et moi, je me rappelle très bien avoir fait des efforts pour me dire, et pourquoi pas? C'est-à-dire, Undisputed, ok, l'argument existe. C'est pas 50 fois qu'on a des affrontements comme ça dans l'air à 4 ceintures, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Charlo est un gros super welter. Canelo, il y a eu Bivol, on en vient un petit peu à douter de ça. Et puis, en plus, moi, j'ai post-rationalisé sur tout ce qui était stylistique, c'est-à-dire en me disant, mais Charlo, il a un gros crochet gauche, et finalement, avec le timing dont il a fait preuve contre Castagno, est-ce que quand Canelo va lui mettre la pression, il n'aura pas de l'espace pour lui mettre un ou deux crochets gauche de l'enfer et pour essayer de faire ça? Donc, j'avais réussi à me hyper là-dessus. Et en effet, voilà, j'ai regardé le combat en direct et un peu, comme pas mal d'entre nous, et j'avais réussi à me hyper sur cette carte-là, et j'en veux à Charlo d'avoir eu cette attitude. Rappelons-nous, dans les combats perdus d'avance, rappelons-nous par exemple du supplément d'âme qu'avait mis Kell Brook en allant à l'assaut contre Golovkin. Kell Brook, il avait aucune chance contre Golovkin, mais il y est allé. Ça lui a ruiné la suite de sa carrière parce qu'il y a eu un avant et un après. Néanmoins, il y est allé. Il y est allé franchement, et c'était respectable. C'est-à-dire qu'il a pris le pognon, mais il a pris le pognon et il en a donné, il nous en a donné pour les conséquences avec. Voilà. Et là, Charlo a plus forte raison, si c'est son dernier combat en carrière. Effectivement, ça fait cash grab. Et au moins, pour le prix, pour avoir fait sauter la banque, il aurait fallu nous en donner un peu plus. Et je maintiens, regardez de nouveau le combat Les Pirates, ou alors concentrez-vous sur le round 9, que Charlo avait les moyens de faire plus et de rendre le combat plus intéressant qu'il n'a été. Je ne dis pas qu'il aurait battu Canelo, il ne l'aurait pas battu probablement, mais quand même à ce point-là, c'était caricatural, et vraiment c'était assez irrespectueux vis-à-vis des fans, et puis même vis-à-vis de Canelo, parce que quelque part, quand Canelo te donne un combat, la moindre des choses, c'est d'en mettre un peu, quoi. Donc, en effet, c'est une certaine tristesse, et Charlo, qui avait été
tu l'avais dit en introduction, un peu sur la frontière finalement entre le boxeur du profil Hall of Fame et évidemment, ça n'arrange pas son cas. Ce dernier combat-là n'arrange pas son cas. Moi, j'ai tendance à considérer que dans l'absolu, pourquoi pas, mais vraiment l'année où il y aura l'opportunité. Hein, j'utilise souvent l'expression par le soupirail. Pour moi, Charlot, il rentre une année où vraiment il y a une espèce de creux, les impétrants sont d'un très haut niveau, etc. Enfin, c'est parce que j'ai tendance à le lui reprocher. Et personnellement, je ne crois pas forcément en son retour. J'espère qu'il me fera mentir. J'espère qu'on verra, qu'on le reverra dans d'autres circonstances. Non, mais quel pourrait être son retour? Regarde, c'est la dernière image. C'était il y a plus d'un an et demi. C'est il y a plus d'un an et demi. Absolument. Il est trentenaire. Il avait 35 ans, hein, un truc comme ça. Je ne sais pas, ou 34. Oui, il a 35 maintenant. Ouais, il doit avoir 35. Donc effectivement, c'est plus un jeune homme. Hein. Oui, voilà. Donc si retour il y avait, ça serait un petit retour. Enfin, ça sera. Voilà, la cassure est faite et malgré tout, on est quand même dans une fin d'histoire. L'image, la déception est vraiment trop forte. Ouais. Et je te rejoins. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que Jermell Charlo, que j'adore en tant que boxeur, vous avez bien compris, techniquement, pour moi, va être, et là, je pense qu'on va être dans un cas unique, va être un undisputed fighter que le Hall of Fame va oublier. Ouais, c'est possible. C'est possible. Et un undisputed légitime qui pourra être longtemps oublié, mais qui ne pourrait ne pas passer. Et ça, je crois que ça sera un cas unique. Ouais, Usyk, c'est un no-brainer. Inoue, c'est un no-brainer. Ouais. Crawford, c'est un no-brainer. Est-ce que, au-delà d'un doute, Captain, parce que moi je l'ai pas en tête, est-ce que Jermaine Taylor y est ou est-ce que non, il n'est pas Jermaine Taylor. Parce que Taylor a quand même pour lui, même si c'est pas lui qui a unifié le titre, il l'a pris. Il l'a pris à Hopkins. Donc puis alors lui, il a laissé de la gomme. Hein. Bon, il a laissé de la gomme. D'ailleurs, Jermaine Taylor, le profil me ressemble beaucoup au frère de Jermell Charlo en termes de profil. Et justement, les amis, après cette discussion Jermell Charlo, je vous annonce que sur ma page, je vous ferai l'enregistrement est déjà fait, il faut que je fasse le montage. Je vous ferai le portrait du frérot. Parce que encore une fois, des jumeaux dans la boxe, dans l'ère moderne, c'est quelque chose d'assez inattendu et il faudra quand même y réfléchir. Donc, cette vidéo arrivera par la suite aussi sur ma chaîne. Et finalement, pour conclure, on ne sera pas les premiers à voter pour Jermell Charlo, Jermell Charlo au Hall of Fame. Mais il était intéressant quand même de faire le portrait de cet athlète qui aura été undisputé et surtout qui aura symbolisé une génération super welter qui est extrêmement intéressante. Replongez-vous. Il y a beaucoup de combats sur lesquels vous replongez, les amis. Voilà, les amis. C'était la discussion Jermell Charlo avec 130livres.com. Et oui, et vous voyez notre petit encart PayPal parce que vous pouvez évidemment supporter nos pages respectives avec le petit lien PayPal pour que Antoine reste encore la voix de la boxe qu'on aime inviter et que le capitaine reste le capitaine. Évidemment, 130livres.com, c'est à lire tous les lundis sur Internet. Et évidemment, tu n'es pas un pirate si tu ne le fais pas. Voilà, nous on se retrouve pour d'autres combats commentés, notamment ce soir, hein, et pour d'autres discussions Hall of Fame. Antoine, c'était un plaisir comme d'habitude. Plaisir aussi, plaisir partagé, Captain. Ciao à vous.